Bonsoir tout le monde, bonsoir François Diopère. Bonsoir. Voilà, nous sommes en direct en ce moment. Nous allons entamer le grand rendez-vous qui a été annoncé cette semaine et qui a fait mis beaucoup de gens en émoi. Donc l'afro-débat va démarrer dans quelques instants. Le temps que vous vous connectiez quelques instants, quelques minutes. Alors nous recevons aujourd'hui avec nous François Diopère pour dans l'afro-débat. Quelque chose qu'on fait rarement, c'est-à-dire que vous nous avez déjà envoyé toute une batterie de choses à lui demander et à voir avec lui, mais vous pourrez aussi appeler en direct si vous voulez. Donc là, il y a un numéro de téléphone qui va être affiché sur les notifications sur le Facebook Live et le YouTube Live. Donc vous pourrez avoir des interactions. Si le téléphone ne passe pas, vous envoyez des messages, on prendra et on posera des questions. Enfin voilà, donc avec François Diopère, nous allons pouvoir commencer et on va partir à la rencontre de Monsieur François Diopère, sur laquelle il y a plein de gens qui apprécient ou qui n'apprécient pas ou voilà. Donc on va partir en pleine découverte hein, et après on verra aussi comment François Diopère, enfin quels sont ses positionnements par rapport au contexte de la communauté afro, par rapport à l'Afrique, etc. Et la LDNA va réagir aussi en fonction de ce que notre invité va nous dire pour pouvoir justement faire part des positionnements idéologiques que la LDNA défend, prône et pour lesquels elle est en train de se combattre, enfin se déplacer chaque fois sur le terrain et avoir toutes ces actions militantes que vous suivez très régulièrement sur les lives avec nous. Voilà. Alors, bonjour François Diopère. Bonjour, merci de votre accueil. Merci à vous d'avoir répondu présent. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On va être ce soir sans langue de bois. Et première question qui brûle les lèvres de plein de gens, et c'est revenu tout le temps. On nous a dit, mais en fait, François Diopère, mais pourquoi vous avez un tel look en fait? Pourquoi, quand on voit que vous n'avez pas des cheveux typiquement afro, crépus, etc., pourquoi vous arborez un look J'enlève la casquette. Ah bah si vous voulez. Parce qu'en bas, il cache ses cheveux. Voilà. Pourquoi un tel look en fait? Parce que là, on voit bien que vous n'avez pas du tout de cheveux crépus, et pourtant, votre look peut laisser penser que vous êtes quelqu'un aux racines noires. Aux racines noires. Voilà. J'ai toujours eu en fait cette coupe de cheveux, et c'est un hommage en fait aux origines africaines de l'humanité. Mais après, le fait que les gens me voient peut-être de manière publique fait que ça pose problème. En fait, moi j'ai toujours eu cette coupe avant même de passer publiquement. D'accord. Donc j'ai pas. En fait, l'idée c'est que j'avais pas envie forcément de changer au moment où j'ai eu une vue publique. On m'a dit il vaudrait mieux que tu changes de coupe de cheveux. Quand j'ai commencé à faire de la télé sur des émissions dites sérieuses, on m'a dit non, il faut que tu changes de coupe, ça se fait pas d'avoir cette coupe-là, etc. Et bon, ça m'a encore plus conduit à, comme je suis un peu têtu, à garder cette coupe de cheveux-là. Donc voilà, après, même si ça ne fait pas plaisir, je ne vais pas changer. Alors, c'est pas une question que ça fasse plaisir ou pas, c'est-à-dire que, en fait, il y en a que ça surprend. Voilà, c'est une coupe de cheveux qui a l'air de, même encore au jour d'aujourd'hui, de surprendre, parce qu'on a reçu plein de... Je peux les rassurer sur un point. Bientôt, je vais devenir chauve. Donc j'aurais pu cette coupe. Mais ça, quand même, ça tient encore assez bien. Non, en fait, le contexte pour mettre les pieds tout de suite dans le plat, c'est la question dont on entend beaucoup parler en ce moment de l'appropriation culturelle. Et voilà. C'est vrai que quand j'ai commencé à avoir cette coupe de cheveux, c'était il y a 15 ans, on ne se posait pas cette question en fait. Personne ne m'a jamais critiqué sur le fait que j'avais cette coupe de cheveux, ça posait de problème à personne. Personne ne me disait tu n'as pas le droit d'avoir cette coupe de cheveux, parce que c'est une coupe de cheveux qui est réservée à une communauté et qui ne doit pas être portée par des personnes qui sont à l'extérieur de cette communauté. C'est assez récent. Alors je dois dire que dans la communauté noire en France, ça date peut-être de propos qui ont été tenus par quelqu'un, pas la cité d'Alix Tribriella, qui a fait un article qui a été reçu en fait sur ma page Wikipédia qui m'est consacrée, en
parlant de ça, le fait que c'était le blanc qui se fait passer pour un noir en ayant une coupe de cheveux d'origine africaine ou afro-américaine. Et du coup, ça a été repris. Parce que quand vous avez une page Wikipédia, nécessairement les gens y passent, ils regardent la page Wikipédia. Oui. Et du coup, on a commencé à m'en parler. Et la deuxième chose, c'est le fait que je fasse une émission sur la RTS, qui est la Radio-Télé Sénégal. Et là, du coup, j'ai droit à un article de Kémy Seba qui dit « Ce n'est pas normal qu'un blanc puisse faire une émission de télévision sur la Radio-Télé Sénégal. Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment d'historiens d'origine africaine pour parler de l'histoire de l'Afrique? Et donc, pourquoi c'est François Diopla qui fait cette émission-là » Voilà. Donc, c'est ces deux éléments-là qui font qu'au cours des derniers mois, en fait, eh bien, les gens lisent, regardent et ça cristallise autour de ça. Alors que en 2010, quand par exemple on se mobilisait contre les propos de Guerlain et quand une personne me disait François, tu as cette coupe, tu es légitime à parler de ce combat, ou etc. Personne ne se posait cette question. C'est assez récent en fait. Oui, effectivement, parce que là, en attaquant cela tout de suite, ça évitera que d'autres personnes nous la posent, parce qu'on l'a reçu beaucoup. Voilà, parce que beaucoup se disent, bon, bah, finalement, on nous a dit, mais vous recevez François Diopla, mais en fait, vous recevez, c'est comme un Eminem ou une noix de coco à l'envers. Donc là, maintenant, on a eu votre version à vous, comme ça, on sait votre positionnement, voilà. le pourquoi, du comment. Voilà. Après, ce qu'il faut quand même un peu préciser, c'est que j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux, parce que évidemment, je ne suis pas polarisé là-dessus, mais je suis obligé de voir forcément ce que les critiques et ce qu'on objecte. La comparaison avec Rachel Dolezal, comment ça s'appelle? Rachel Dolezal. Oui, voilà, c'est ça qui s'est fait passer pour une afro-américaine. Et qui est une blanche américaine. Tout à fait, voilà. C'est un phénomène qui est quand même assez grandissant parce qu'il y a Rachel Dolezal, mais il y a d'autres encore youtubeuses ou influenceuses qui se font passer pour des noirs. Là, c'est pour des raisons. Alors, il y a deux choses. Et même des asiatiques le font. Voilà, il y a deux choses. Alors, c'est la culture au Japon. Alors, il y a trois choses très différentes. Au Japon, c'est la culture qu'on dit afro, c'est un peu le fait de faire crêper les cheveux, etc. Dans le cas des blogueuses, c'est commercial. C'est un aspect commercial de s'approprier la culture afro-américaine pour des raisons commerciales. Voilà. Moi, je gagne pas d'argent. Et l'autre, c'est, on va dire, politico-identitaire. C'est-à-dire qu'elle, cette dame-là, elle était directrice de la NAACP, donc de Washington, je crois. Oui. Donc, du coup, elle était porte-parole, elle revendiquait, portait la parole. Ce qui n'a jamais été mon cas, parce qu'en fait, je ne suis pas président d'aucune ligue de défense, je ne me suis jamais arrangé comme porte-parole de qui que ce soit, parce qu'en fait, mon idée, c'est de se dire, la communauté noire a des combats, elle a peut-être aussi besoin d'alliés dans la communauté blanche, si on n'en a pas besoin. Bon. D'ailleurs, de toute façon, je suis assez, sur les combats, je suis assez discret, et je suis toujours au second plan, au troisième plan, et je ne m'arroge jamais le droit de dire à la place. Par exemple, je vous donne un exemple très concret, c'était sur l'exposition Exhibit B. On m'a posé la question de la presse sur savoir si je pensais que c'était raciste ou non. J'ai dit demander aux associations noires. Ce n'est pas moi qui dois dire si c'est raciste. Si des associations noires disent que c'est une exposition qui est négrophobe, pourquoi moi, intellectuel blanc, je vais aller dire que ce n'est pas raciste ou que c'est raciste? Est-ce qu'on ferait la même chose de la communauté juive, par exemple, en disant non, un intellectuel non juif a dit que ce n'était pas antisémite, donc ce n'est pas antisémite? Si vous avez 95% des juifs qui disent c'est antisémite, que les associations juives disent nous le ressentons comme antisémite, c'est antisémite. Voilà, donc on va rebondir pour pouvoir enchaîner sur la question de la légitimité. Pour beaucoup de personnes, on vous voit partout. On a l'impression qu'on vous voit partout, sur les plateaux de BFM, de la 5, de France O, etc. Et on sait que vous avez fait partie aussi du comité Comité national pour la mémoire de l'esclavage. Voilà. Je ne suis pas le seul blanc du comité. Non, vous n'êtes pas le seul blanc, pas du tout. Par contre, vous êtes un homme de médias, c'est repérable et charismatique.
Et donc vous y aviez été pendant 7 ans, je crois que vous n'y êtes plus en ce moment. Non. Voilà. Donc vous étiez aux côtés de François Pérez, etc. On vous voit, vous êtes un homme de médias. Alors les gens ont ce sentiment, en fait, que pourquoi est-ce qu'on vous invite à chaque fois sur les plateaux de télé en France dès qu'il faut parler d'une question noire? Donc pourquoi est-ce qu'on appelle François Diorper et pourquoi on n'appelle pas d'autres intellectuels ou historiens, sociologues à la peau mélanoderne, en fait, avec un peu plus de couleurs, oui, voilà. Pourquoi vous? Pourquoi c'est vous qu'on appelle? Et pourquoi est-ce qu'on a parce qu'on a ce sentiment que vous êtes en quelque part le porte-parole de la communauté afro et ça craint malaise. Alors, la question c'est quand est-ce que vous m'avez entendu parler dans les médias sur la communauté noire? Dites-moi le souvenir que vous avez depuis quand? Alors, ce n'est pas le fait que vous parliez, c'est le fait que vous interveniez souvent de façon récurrente et on se dit, mais vous n'êtes pas le seul. Oui, mais pourquoi chaque fois c'est vous qu'on invite? Je vous ai posé une question précise. Oui. Vous m'avez dit, on vous interroge tout le temps sur la question noire à la télévision française ou à la radio. Oui, parce que j'élargis même à la radio. Est-ce que vous avez le souvenir, même cette année par exemple? Par exemple, pour les incidents qui se sont passés l'année dernière en Guyane, on vous a posé vous interveniez par rapport à une thématique sur les États-Unis, ce qui est régulier, parce que vous intervenez, c'est votre credo, mais on vous a posé des questions par rapport à la Guyane. Alors que finalement, ce n'est pas par rapport à... Ce n'est pas c'était la problématique. C'était une actualité très brûlante qui concernait des populations afrodescendantes en Guyane qui étaient mobilisées dans un mouvement revendicatif de mobilisation générale avec le mouvement de la QNDP. Est-ce que vous avez lu l'ouvrage qu'on a écrit sur la révolution antillaise, par exemple? Voilà, c'est la raison pour laquelle on est là pour détricoter, pour poser des choses tranquillement. Voilà. Parce qu'on a les gens ont ce sentiment que vous êtes, en fait, que, pas vous, mais que pour l'establishment du PAF, vous êtes érigé en représentant. Alors, je vous réponds très concrètement. Je fais beaucoup de télé, parce que je suis consultant pour une grosse chaîne d'information. Voilà. D'ailleurs, je ne vais pas fuir la conversation, mais je ferai un aller-retour pour tout à l'heure, et je reviendrai évidemment après l'intervention. Qui ne porte pas du tout sur la communauté noire, qui porte sur les États-Unis. Oui. Parce que moi j'ai fait ma thèse sur les relations entre l'Afrique subsaharienne et les États-Unis. Donc 99% de mes interventions portent sur ce sujet-là. Oui. 1% d'autres interventions portent sur d'autres champs. Les questions éducatives, parce que je suis maître de conférence sciences de l'éducation, et la Guyane, par exemple, parce que j'ai écrit un ouvrage, et là récemment j'ai écrit un ouvrage sur l'histoire de France, et en ouvrant à la diversité, voilà, etc. Donc je travaille aussi sur ces questions-là. Malheureusement, je vais être en désaccord avec vous. Pourquoi? Pour deux raisons. Alors, la première raison, c'est que on ne me voit pas à 99% du temps sur la question noire dans la télévision française, parce qu'à quel moment on parle de la question noire à la télévision française? On n'en parle jamais. L'Afrique, ça n'intéresse personne. Vous dites qu'il faut qu'on parle direct, hein, donc on va dire. Moi j'ai entendu des rédactions, très grosses radios françaises dire tu m'enlèves ça, l'Afrique, ça n'intéresse personne. Donc les questions liées au noir, que ce soit en France ou que ce soit à l'Afrique plus largement, n'intéressent pas le PAF. Bon. Donc, malheureusement, si on pouvait dire François Diorper occupe tout le champ, parce que le champ il est gigantesque, et là, il est justement tout petit. Moi, ce que j'essaie de faire depuis des années, bien avant qu'il y ait cette polémique qui date d'il y a très peu de temps, finalement, quelques mois, c'est que depuis des années, j'essaie de me mettre en avant, de dire dans les rédactions, parce que j'ai la chance d'être présent dans beaucoup de rédactions, j'essaie de dire il faut mettre ça en avant. Il faut parler de ce sujet-là, il faut parler de ce sujet-là, il faut mettre ça en avant. Voilà. Donc j'essaye de faire ce travail-là. Quand je fais ce travail-là, parfois ça fonctionne et on me dit François, ok, on va en parler. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je dis, il y a un tel et un tel qui peuvent parler de ça.
Jamais je me dis, tiens, c'est moi qui, tiens, c'est très bien, c'est moi qui... Ça, c'est important à savoir. Non, mais il faut savoir que le problème, c'est qu'il faut aussi voir comment fonctionne le média. Comment ça fonctionne les médias, comment on crée l'information, comment l'information elle vient aux oreilles et aux yeux des gens. Donc, une fois, donc, ça veut dire que les gens doivent d'abord savoir que ce n'est pas le choix entre ce sujet-là avec François Durper ou ce sujet-là sans François Durper. La plupart du temps, c'est ce sujet-là ou rien du tout. Peut-être qu'ils vont dire on préfère rien du tout que voir sa tête. Bon, très bien. Mais quand je suis intervenu sur ces sujets, et que c'est ma tête et pas quelqu'un d'autre, c'est parce que, bon, ok, François, on parle 2 minutes de ça, mais voilà, tu viens, etc. Et c'est sur ça. Moi, je suis très préoccupé par le fait que les questions qui sont liées au genre, on ne peut pas imaginer un plateau d'hommes parlant des femmes. On ne peut pas envisager un plateau de blancs parlant de la question noire. Ce n'est pas envisageable. Si on perd un peu l'évolution, c'est quand même de moins en moins le cas. Dans les rédactions, il y a quand même de plus en plus l'habitude de se dire quelles sont les personnes, quels sont les représentants, etc. Moi, j'ai pendant quelques années pu travailler dans la formation de diversité à France Télévisions. Et je disais au cadre de France Télé, c'est pas vous qui décidez les représentants des communautés. C'est pas vous qui dites, bah non, par exemple, Dieudonné, il est légitime pour telle ou telle raison. Ou Tarek Ramadan, il est légitime pour telle ou telle raison. Ce sont les communautés elles-mêmes. Alors, il faut sonder ces communautés. Comment on peut le savoir? C'est difficile de faire des sondages, etc. Mais il y a quand même des moyens de percevoir. Sans être un grand sociologue, vous rentrez dans un taxi, vous demandez au chauffeur de taxi, est-ce que cet imam qui passe en boucle sur une chaîne info, il vous dit non, nous, c'est pas ça. Nous, voilà, moi, ce que je dis, voilà, ce que, etc. Et il va vous le dire 2, 3 fois, etc. Et vous savez qu'il y a des gens qui sont acceptés comme représentants ou pas acceptés comme représentants. Donc moi, je ne m'arrête jamais comme représentant de quoi que ce soit de la part. Donc soyez, plutôt que juste entendre le bruit qui circule sur ce qu'on dit de moi, objectez-moi des moments précis à la télévision française ou à la radio française, où vous en avez cité un sur la Guyane. Donc ce jour-là, effectivement, on me pose des questions, j'ai écrit un article sur le sujet, j'ai écrit un livre sur le sujet, pas sur la question noire en Guyane, mais qui parle de la révolution antillaise, donc ce qui se passe dans ces territoires-là. Et c'est depuis longtemps que je travaille sur ces sujets. Je n'ai pas un seul sujet, je ne travaille pas que sur les États-Unis. Quand j'ai écrit France Blanche, Colère Noire, c'était en 2005, c'était le premier ouvrage, je pense, en France, depuis, je ne parle pas évidemment de Césaire, de ces années-là, etc., qui portait sur la question de la condition noire dans ces années 2000. Bon, on n'a pas beaucoup parlé, mais en tout cas, 2005, c'est pas 2016, c'est pas 2017, c'est des sujets sur lesquels je travaille depuis quand même assez longtemps. Nos ancêtres ne sont pas gaulois, c'est un texte que j'ai écrit en 2000. Bon. Et c'est pas un texte de combat militant, c'est un texte où j'essaye d'analyser, même si mon militantisme se ressent à l'intérieur, mais c'est j'allais dire que dans ce texte-là, je ne dis pas « suivez-moi les gars », je suis juste un intellectuel qui travaille sur ces sujets. Donc moi, ce que je regrette simplement, c'est que, en fait, je le regrette et je ne le regrette pas. C'est-à-dire que dans toutes les critiques, moi je trouve quelque chose d'intéressant, c'est que il n'y a jamais une critique, ou vous pouvez, bon, ce soir j'espère qu'il y en aura une, qui me dit, voilà, ce que vous avez dit là, ce texte-là, ou ce passage radio, ou encore plus dans cet ouvrage-là, on le condamne, c'est inacceptable, vous avez transformé la réalité, et donc ça prouve bien qu'un blanc ne peut pas parler de ça, ça et ça. Voilà. Le problème, c'est que pour l'instant, on ne m'a jamais fait cette réflexion. Je m'a simplement dit, tu n'as pas le droit de parler de ça. Ok. Moi, je vais juste intervenir parce que je pense que tout le monde, la communauté, on se connaît déjà. Moi, la question que j'ai à poser, parce que depuis tout à l'heure, on peut se tutoyer, on se connaît déjà. La question que j'ai à te poser, c'est que tu ne penses pas peut-être que si ces médias t'invitent sur leur plateau pour parler, à la base, toi, tu as une thèse sur les États-Unis et l'Afrique subsaharienne, on est d'accord? Mais si ces médias t'invitent des fois pour parler des sujets qui touchent les Africains, la communauté noire, ce n'est pas peut-être parce que tout simplement t'as la peau blanche et que ça les arrange aussi d'un côté t'inviter ou à la place d'inviter quelqu'un qui est noir de peau foncée, puisque ça ne les intéresse pas. Donc en gros, peut-être sans le faire respect,
bah, on te met à la place d'une autre personne de notre communauté qui doit occuper cette place-là. D'accord. Alors, moi, je réponds deux choses. La première, c'est à quel moment tu me vois parler de la question noire? Parce que là, il y a une mythologie depuis quelques... J'aimerais, hein. Oui, Mais je suis désolé, Béranzin. À quel moment tu me vois parler de la communauté? Parce que là, maintenant, tout le monde répète en boucle ce que les autres disent. François Dioppa, il est dans les médias pour parler de la question noire. D'abord, dans les médias, on ne parle pas de la question noire. Deux, je me souviens, tu m'as parlé de la Guyane, mais tu ne m'as pas donné d'autres exemples. À quel moment je parle de la question noire? Et je me souviens d'une émission qui est passée récemment sur les Afro-Américains. Voilà, sur la question afro-américaine. Alors là, excuse-moi, j'ai travaillé à la fois dans ma thèse sur les Afro-Américains, mais également j'ai tous les articles, mon travail scientifique. J'ai travaillé sur ce sujet-là, donc je ne suis pas illégitime. Le problème, c'est pas que sur ce plateau, il y ait François Dioppa. Le problème, c'est que sur ce plateau, on invite 4 blancs. Ça, c'est un problème. C'est ça qui est un problème. En fait, c'est ça que je Mais sauf que moi, ce que je te dis, c'est que ce que les gens ne voient pas, c'est l'envers du décor. L'envers du décor, c'est quoi? Tu crois que moi, mon travail, ça consiste à écarter les Noirs en disant « Tiens, je vais aller sur ce plateau, c'est tranquille, je manque de visibilité médiatique, donc je vais en plus me faire une visibilité médiatique sur le dos de la communauté noire », je vais te dire que ça m'a plutôt bloqué des portes que ouvert des portes. Depuis des années, en disant je suis désolé, être sur ces sujets-là dans le PAF, c'est pas quelque chose qui te donne une carte en disant waouh, super, on va l'inviter dans cette émission parce que le gars il est en faveur des Noirs, il veut défendre les Noirs. Très bien. C'est plutôt quelque chose qui va te bloquer, qui va te fermer les portes, quelque chose qui va tout d'un coup, on va avoir un. Alors justement. Non, mais vas-y. Alors justement, enfin, dans la continuité de ce que tu es en train de dire, comment ça se fait que les directeurs des grandes chaînes et des grandes rédactions, justement, pourtant connaissent, sont des personnes qui lisent, qui normalement sont au fait de beaucoup de choses, il existe des personnes qui font des travaux et pourquoi on ne les voit pas? Non, alors pas forcément, déjà c'est pas forcément. Comment leur choix déjà, alors les choix sur à peu près tous les sujets, c'est des programmateurs qui ont quelques noms sur un certain nombre de sujets. Là, on est sur des sujets qui sont qui sont pas traités en télévision, très peu traités, très peu traités. Et encore, quand c'est un peu traité, c'est la question de l'Afrique. Pour ça, tu as déjà vu parler de l'Afrique, pas trop télévision française. Sur la question de l'Afrique, ils ont des spécialistes de l'Afrique, noirs ou blancs, ils choisissent et ils font des programmes. Ça m'étonne, c'est toujours les personnes de peau blanche. Moi, je ne connais pas un spécialiste de l'Afrique de peau noire. Si tu veux, à part... Pause. Pourquoi? Tentative de reconnexion, c'est parti. Alors, France 24, parce qu'on invite des gens sur France 24, mais ce que les gens ne savent pas, le directeur, le responsable de France 24, qui soi-disant parle des problèmes des Africains, lui-même il est conseiller d'un président en Afrique. Tu vois, je ne dirai pas le nom, mais j'ai eu l'information que le responsable de France 24, il est conseiller d'un président africain. Donc comment on peut nous faire croire que France 24, les informations que France 24 diffuse aux Africains soient vraies, sachant que le programmateur, le responsable, il est lui-même ami, c'est le conseiller direct d'un président africain. En exercice en ce moment en Afrique, et que ce président, voilà, il y a une polémique autour de lui, voilà, les gens l'appellent, on le surnomme un dictateur. Un directeur d'info? Le responsable. Un rédacteur chef? Oui, c'est ça. Qui est... J'ai pas envie de... Moi, la responsable de France 24 que je connais son indépendance. Elle n'est absolument pas liée, enfin la responsable de France 24 francophone, je ne connais pas la responsable de France 24 anglophone, elle s'appelle Vanessa Burgraff, et moi, je peux te garantir son indépendance totale par rapport aux dirigeants africains. Vanessa Burgraff, elle est connue. Il y a un monsieur qui travaille, non, là je ne vais pas donner son nom, mais il y a un monsieur qui travaille chez France 24, qui est conseiller, donc voilà, qui travaille pour un président africain. Ensuite de ça,
moi, je comprends que tu te retrouves des fois sur des plateaux de télé, il n'y a que les Blancs, et que aujourd'hui en France, quand on invite ou on doit parler d'Afrique, c'est toujours des documentaires, des formats de 1 heure. Donc, il faut savoir qu'à la télé, il y a deux formats. Il y a les formats reportages qui durent 20 minutes, 10 minutes, et les formats documentaires, comme sur Arte, qui durent au moins 1 heure, et là, on le programme à partir de 23 heures. Et c'est là où souvent qu'il y a plus de vérité, parce qu'ils sont au courant que les gens ne vont pas forcément se brancher. Maintenant, le problème, c'est qu'au niveau de notre communauté, récemment, tu es parti au Sénégal pour animer une émission au Sénégal sur une radio pour parler de l'histoire africaine. RTS, la radio télé Sénégal. Radio-télé Sénégal. Mais en fait, ça dérange les gens de voir encore, excuse-moi de parler comme ça, quelqu'un de la peau blanche quitter la France, arriver encore en Afrique, pour venir parler, dire aux Africains, expliquer l'histoire des Africains aux Africains, comme si en Afrique, sur le continent, il n'y a pas un monsieur qui a les mêmes thèses que toi. Non, à quel moment j'ai empêché un Africain de faire une émission? Non, on n'a pas dit toi. Non, mais jamais. Moi, en fait, je fais des programmes que je précise gratuits. C'est peut-être mieux. D'accord. Peut-être mieux en le disant. Gratuit. J'offre des programmes. Voilà. Je ne prends pas d'argent, aucun moment. C'est pas le choix. C'est bien de savoir. Et c'est pas, là encore une fois, c'est pas le choix entre mes émissions et une émission qui serait présentée par un Africain, un professeur de l'université, par exemple Charente Diop, il y en a plein. Quand j'arrive, moi, il n'y a pas d'émission d'histoire sur la RTS. Donc je dis, ça serait pas mal de faire une émission d'histoire sur la RTS. Là, le programme actuel, c'est moi face cam pendant 13 minutes qui raconte une journée du continent africain. À chaque fois, je dis, là par exemple, cette journée, parce que les historiens ne sont pas spécialistes de tout. Autrement, imagine, sur mai 68 à Dakar, tu aurais le spécialiste de mai 68. Chacun fait sa thèse. Sa thèse sur 10 ans d'histoire. Donc tu ne vas pas avoir une personne à chaque fois, surtout quand je regarde Stéphane Bern à la télé française qui raconte l'histoire, il sur l'antenne, il n'est pas historien. Bon, au moins je suis historien. Mais, et à chaque fois, je dis, voilà, telle partie de l'histoire, là j'ai fait des choses sur Charamadou Bamba, les livres, c'est un tel, un tel, un tel. Alors, moi j'ai vu aussi la polémique que ça entraîne, je suis en train de réfléchir sur un autre mode. Si il peut y avoir quelqu'un d'autre qui présente cette émission, ou alors que j'invite une personne. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que les gens, en co-présentation. Ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'il y a aussi le fonctionnement média. C'est-à-dire que là, l'idée, c'était d'offrir un programme assez rapide à la RTS et de faire en sorte que c'est pas tout le monde ne peut pas faire un 13 minutes face cam, etc. Donc, mais les gens disent il suffit qu'un prof de Charente Diop vienne et faire le programme. Tu vois, il y a beaucoup de collègues historiens, là, c'est pas une question de noir et de blanc, qui disent pourquoi, par exemple, Stéphane Bern fait l'émission d'histoire sur France 2. Parce que c'est un homme de médias. Moi, c'est ce que je dis, moi je suis historien, ça pourrait me faire mal au ventre, mais je reconnais que Stéphane Bern est un professionnel des médias. Mais il n'est pas historien. Oui, mais il fait bien son job. Ça ne me plaît pas forcément, mais pour être en télé, par exemple, très concrètement, j'enregistre 5 émissions de 13 minutes en une après-midi, sans autre prise. La RTS n'a pas forcément, tu vois, la technique les moyens pour passer 2 mois avec un gars qui t'a. Je ne dis pas qu'il n'y a pas forcément des compétences, parce que moi je suis en train de réfléchir sur comment on peut ouvrir différemment. Oui, pourquoi ne pas avoir des émissions un peu différentes. Moi, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas. Elle est évolutive, en fait. C'est évolutif. Voilà. Soit qu'on prend quelqu'un qui soit sénégalais, etc., soit que j'ai un invité, ou que ça peut aussi se faire, soit qu'on fasse des émissions à géométrie variable. Mais en tout cas, parler d'histoire à la télévision de RTS, alors qu'il n'y avait pas ces émissions d'histoire. Mais moi, ça, je l'ai entendu dès le départ. Et vous ne pensez pas qu'à la RTS, mais par contre, il faut quand même reprendre le film des affaires, parce qu'on dit tout et n'importe quoi. On dit, dans le texte de Kémy Séba, Kémy Séba dit il est imposé par le président du Sénégal. Le président du Sénégal n'était pas du tout au courant. Alors là, qui peut dire que... Donc il y a le frère Kémy Séba qui a dit qu'il a mis en texte en disant que tu as été imposé par le président du Sénégal. Il dit oui, c'est le
que vous avez été imposé à la RTS par Macky Sall. Mais il était pas. Donc là, tu dis à tout le monde, aux Africains qui nous regardent la communauté, que le président Macky Sall n'était pas au courant. Bon, il n'était pas au courant, je suis en rapport, moi, avec le président de la RTS. Si tu veux dire le président de la RTS, oui, quelque chose qui se fait à la RTS se fait avec le président de la RTS, Racine Talla, mais se fait pas avec le président de la République, se fait avec le président de la RTS. Mais le problème, c'est que, est-ce que tu peux quand même comprendre que ça puisse choquer les gens? Parce que tu sais, dans la tête des Africains, il y a encore la colonisation, ça date d'il y a 60 ans encore, tu vois. Donc, le fait on voit encore des Blancs débarquer sur le continent. Je le dénonce tout le temps. J'ai fait une émission sur le mai 68 en disant à l'université Cheikh Diop, il y avait 80% de profs blancs. Donc c'est quelque chose que je dénonce sans cesse. En même temps, j'essaye. Moi, je ne pense pas que ça soit les 10 minutes d'un blanc sur une télévision africaine qui soit le nœud gordien de toute la néocolonisation. Il y a aussi le discours qui compte. Tu peux avoir un Africain qui présente une émission et qui présente avec un discours qui est post-colonial, voire néocolonial, et tu peux avoir un blanc qui défend des idées. Je suis désolé, quand je suis sur la télévision sénégale, j'essaie d'apprendre le Wolof, j'essaie de m'intégrer, j'essaie de porter le bazar, j'essaie de m'intégrer. Au moins que les gens se disent, c'est pas quelqu'un, je viens pas... Donc c'est pas parce que tu te prends pour un noir, c'est juste au fait pour mettre à l'aise. Souvent c'est parce que j'ai cette coupe de cheveux, que je mets le bazin et que j'essaie d'apprendre... Je suis désolé, hein, le Wolof... Je peux essayer de le maîtriser. T'inquiète pas, personne pense que je suis sénégalais hein, avec mon Wolof. Désolé, ça fait moi je suis d'accord, moi je te comprends, mais... La chose ça va c'est que, en fait, c'est... Ouais, tu dois y aller... Ouais, je suis super mal poli. Bon, en fait, on va faire une pause. On va faire une pause de quelques minutes. S'il faut, nous, on va continuer le temps que vous appelez pour les questions, tout ça. Il va faire un aller-retour. Il revient et on va reprendre. Donc là, on fait la pause. Ok, là, pour le moment, c'est parti pour la pause. Merci. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup.